bonjour à toutes et à tous. Je suis Bertrand Chavanel, je suis responsable marché pour la société Manutan Collectivité et je suis ravi de pouvoir partager quelques instants avec vous toutes et tous autour d'un sujet intéressant et important pour les collectivités, à savoir le montage et le projet de tiers-lieux. Alors, je vais partager tout de suite, heu, un écran de présentation et vous précise que, je suis assisté de Audrey Kleber, heu, ma collègue qui est en fait, la gardienne du temps, des questions-réponses. On va avoir l'occasion d'y revenir. Donc voilà, c'est elle qui va me guider puisque lorsque je présente, malheureusement, je perds un petit peu la vision de qui, est présent et assiste. Alors, j'espère que tout le monde voit bien cette première page de présentation. Si c'est le cas, merci Oui, de me le confirmer. oui, Impeccable. on voit bien. Alors, nous sommes donc aujourd'hui sur un sujet particulier qui est celui du montage de tiers-lieux. Avant toute chose, je voudrais remercier Dominique Valentin qui est le fondateur hein, du réseau Relais d'entreprise. Euh, Est-ce qu'on peut peut-être donner une indication? Bonjour Dominique. Est-ce qu'on peut peut-être donner une indication sur ce que représente Relais d'entreprise? Voilà, oui, Relais Entreprise qui fête cette année ses 10 ans, donc bonjour à toutes et à tous. Et merci encore hein, pour l'invitation. Donc 10 ans d'engagement en faveur du rééquilibrage des territoires au travers trois métiers. Un bureau d'études où on accompagne les collectivités territoriales à l'échelle des communes, communautés de communes, pôles d'équilibre territoriaux, sur le dimensionnement de tiers-lieux. Alors tiers-lieux au sens large, on en parlera après, mais plus précisément les tiers-lieux d'activité. Et puisque Relais Entreprise, c'est également une enseigne qui fédère les espaces de télétravail en milieu rural et périurbain et qui fait la promotion de ce qu'on appelle le proxy-travail, à savoir le télétravail ailleurs qu'au domicile, un sujet qu'on aura l'occasion d'aborder. Très bien, merci beaucoup Dominique pour cette présentation. Je précise à ceux qui ne nous connaissent pas trop, Manutan Collectivité, comme son nom l'indique, est concentré sur l'équipement et la distribution d'équipements auprès des collectivités avec en fait trois centres d'activité qui sont l'éducation, les collectivités pour leurs besoins propres et finalement les tiers-lieux rentrent dans cette catégorie-là et puis une activité autour du médico-social. On s'occupe également notamment de tous les établissements grand âge sur lesquels il y a un certain nombre d'équipements qui peuvent d'ailleurs rappeler les tiers-lieux par certains aspects. Alors pour tout ça, je passe très rapidement, hein, mais Manutan Collectivité fait partie du groupe Manutan International, implanté aujourd'hui dans de multiples pays en Europe et avec, vous le voyez, une offre extrêmement large et des équipes vraiment attentives à vous recevoir et à vous accueillir pour vous servir de la meilleure des façons. Alors, Dominique, vous vous êtes présenté rapidement, mais je vais peut-être demander à Noémie Poncé, s'il vous plaît, bonjour Madame Poncé, Bonjour. de vous présenter, nous dire un petit peu qui vous êtes. Bonjour à tous. Donc, Noémie Poncet, je suis chargée du développement économique à la communauté de communes du Val d'Amour, dans le Jura. Donc, une petite communauté de communes d'environ 9 000 habitants, très rurale, euh, et qui a créé un tiers-lieu en 2019 avec le soutien de Relais d'entreprise. Très bien, ben, merci beaucoup d'être présente. Donc, on va regarder, on va échanger avec vous hein, sur cette création et sur le retour de cette expérience, le vécu que vous avez ouais, avec un petit peu de recul aujourd'hui. Alors, bien sûr, n'hésitez pas, hein, vous toutes et tous qui êtes en ligne avec nous, vous avez accès via le chat à tout type de questions. On compte sur vous, hein, c'est un sujet qui doit évoquer un certain nombre oui, d'interrogations. Audrey va collecter tout ça et on interviendra au fil de l'eau, plus en fin d'intervention si nécessaire.
Alors, le sommaire de cette présentation qui va durer à peu près 45 minutes, 50 minutes au total. L'idée, c'est dans un premier temps, peut-être de distinguer différents types de tiers-lieux et de s'attacher plus particulièrement à regarder ces espaces qui favorisent et qui permettent le développement du télétravail. Je prendrai moi la parole pour essayer de dégager quelques axes de raisonnement dans la logique d'aménagement de ces espaces, puisque on verra, mais on a effectivement finalement un certain nombre de clés qui peuvent aider à avoir un lieu qui soit réellement fonctionnel et attractif. Et puis, comme on vient de le voir, Madame Poncet viendra nous parler de son retour d'expérience avec ce cas concret dans le Val d'Amour. Et puis, on se permettra, si vous le voulez bien, de vous expliquer comment on peut vous aider à travers notamment des services, puisque Relais d'entreprise et Manutan Collectivité ont choisi de collaborer pour justement favoriser l'aboutissement de ces projets qui quelquefois sont, j'allais dire, relativement complexes à monter. Mais je vais passer tout de suite la parole à Dominique. Dominique, qu'est-ce qui Oui. fait aujourd'hui la différence entre les différents tiers-lieux? Comment vous le voyez au travers de ce que vous avez pratiqué? Oui, effectivement, c'est un terme un peu valise aujourd'hui, hein. Le terme tiers-lieu ne peut pas être utilisé sans prendre la précaution de préciser la segmentation de ces tiers-lieux. Et c'est ce que ce schéma illustre, où on a aujourd'hui des tiers-lieux qui ont pour vocation à diffuser le savoir, la connaissance, des tiers-lieux du type plutôt culturel. Donc, comme on peut avoir des microfolies, des ateliers d'artistes, c'est la partie jaune. On a aussi de plus en plus de tiers-lieux qui tournent vers l'économie sociale et solidaire, le vivre ensemble, le faire autrement. D'ailleurs, c'est beaucoup de ce tiers-lieu-là dont on retrouve au sein du collectif France Tiers-Lieux, et on évoquera l'hybridation possible des différentes segmentations de ces tiers-lieux. Donc, ça va être des Reapers Café, des ressourceries que l'on peut éventuellement combiner avec des Fab Labs, hein, des lieux où il y a des imprimantes 3D, des ateliers de découpe pour fabriquer des objets divers et variés. On peut avoir aussi des tiers-lieux qui vont plutôt tourner vers la production, ce qu'on appelle un peu les manufactures de proximité, les tiers-lieux nourriciers, les espaces tests agricoles en font partie. C'est la partie plutôt verte. Et ce que l'on va évoquer ce matin, ce sont plutôt donc, ce qu'on appelle les tiers-lieux d'activité. Ce sont des bureaux à usage flexible. On va utiliser aussi le terme coworking. Il y aura plus ou moins de services, plus ou moins d'animation, ce qui fera la différence entre un tiers-lieu d'activité coworking et une pépinière, un incubateur. Ça va être l'accompagnement à l'entrepreneuriat, donc le conseil pour les nouveaux entrepreneurs. Mais quelque part, il n'y a rien de plus qui ressemble à un bureau qu'à un bureau. Hein, et c'est pas à Manutan que je vais dire ça. Et on y met plus ou moins de services, et c'est ce qu'il va falloir effectivement bien aborder par rapport à cette thématique, et ce que pourra également évoquer tout à l'heure Noémie. Quoi qu'il en soit, quand on parle de tiers-lieux d'activité, nous, on met souvent en avant l'usage possible de ces tiers-lieux d'activité qu'on peut appeler proxy, coworking, et pour favoriser le proxy travail. Pourquoi on utilise ce terme aujourd'hui? C'est que la notion de télétravail est trop souvent assimilée au travail à domicile. Et d'ailleurs, même le gouvernement, quand ils évoquent les enjeux autour de l'économie d'énergie que les entreprises doivent réaliser en recommandant le fait que les salariés puissent être autorisés à ne pas venir le vendredi pour que les entreprises arrêtent de chauffer les bureaux le jeudi soir. C'est souvent effectivement pour que les salariés se retrouvent au domicile. Donc, enfin bref, c'est effectivement un raccourci, alors qu'on voit bien que quand bien même le télétravail permet de réduire les déplacements pendulaires, permet d'augmenter la productivité, améliore cette qualité de vie de cette perte de temps qu'on avait dans les embouteillages. On ne parle plus d'ailleurs des embouteillages, beaucoup moins aujourd'hui, alors que c'était le sujet d'actualité dans les médias avant Covid. Et on n'avait pas, dans tous les cas, à cette époque-là, le réflexe de ne pas se déplacer. On était encore beaucoup dans cette logique de covoiturage éventuellement, mais pas forcément de télétravail. C'est effectivement du gain de pouvoir d'achat, hein. Les déplacements les plus
rapides par rapport aux embouteillages, mais surtout les moins coûteux et les moins énergivores sont ceux qu'on ne subit pas. Donc ça, c'est le télétravail, qu'il se fasse à domicile ou ailleurs. Et le pourquoi du ailleurs, c'est justement tout ce que l'on entend comme critique par rapport au télétravail, c'est-à-dire au télétravail à domicile, c'est-à-dire le sentiment d'isolement, le fait de perdre du lien, alors que lorsqu'on va dans un tiers-lieu d'activité, Noémie pourra l'évoquer, ça permet de retrouver du lien, de rencontrer, alors non pas des collègues, mais des colocataires. Ce que j'appelle souvent, moi, c'est l'avoir numérique des temps modernes. C'est le lieu où on y va pour générer de la valeur ajoutée et en même temps, c'est une façon de créer du lien social, et un peu les réseaux sociaux physiques que l'on peut retrouver dans ce lieu autour de la machine à café. Ça permet de dissocier vie privée, vie professionnelle, parce que au bout d'une journée, 2 jours, 3 jours à la maison, on ne sait plus trop si on travaille plus, enfin bref, c'est une espèce de flottement, c'est compliqué. Pour certains managers, et là va démarrer la semaine prochaine la Coupe du Monde de foot, avec des matchs qui ont lieu à 16h. Donc autant vous dire que celui qui est en télétravail va souvent être peut-être, voilà, il peut y avoir un côté un peu suspicieux vis-à-vis des managers, au niveau des managers, qu'un salarié en télétravail pendant un match de France de la Coupe du Monde, effectivement, puisse faire autre chose. Donc, mes blagues à part, ça évite surtout que le salarié ne supporte à titre personnel des charges qui sont des charges liées à son activité professionnelle. On voit aujourd'hui une tendance à ce que les logements soient plus spacieux pour ceux qui peuvent se le permettre, pour avoir une pièce en plus pour travailler dans de bonnes conditions. Et puis la question de l'énergie, du chauffage, va être également au cœur des préoccupations, quand bien même le salarié fait des économies à ne pas se déplacer. Au moins pour celui qui prend sa voiture, c'est un peu moins vrai pour celui qui prenait les transports en commun avec un abonnement dans les transports qui est remboursé à 50% par son employeur. Donc qu'il y aille ou qu'il n'y aille pas, ça ne coûtera pas forcément plus cher en termes de déplacement. Il aura juste un gain de temps, un peu moins vrai pour la voiture. Quoi qu'il en soit, le télétravail en tiers-lieu est une notion aujourd'hui qui se développe. Certains appellent même ça des espaces de corpo working. C'est Action Logement qui met ça en avant. Et nous, on rajoute le pourquoi du télétravail en tiers-lieu d'activité affilié à Relais Entreprise, sans trop faire de pub, mais simplement parce que souvent des lieux, notamment quand ils sont hybrides, prennent des noms qui peuvent être des noms un peu décalés. On peut avoir le chai, la cellule, le canapé, la cafetière, enfin bref, des noms qui ne sont pas forcément évocateurs de lieux de travail, plus des lieux d'échange. Et Relais Entreprise permet de donner de la lisibilité et de la visibilité à des espaces qui sont gérés à la fois par des collectivités ou des privés, ce que Noémie pourra évoquer tout à l'heure. Comme même sur Val d'Amour, ils ont pas cherché à avoir un autre nom que Relais Entreprise du Val d'Amour, mais on a souvent nos affiliés qui ont une double identité, une identité locale et une identité supralocale. Et on a, nous, mis en œuvre un principe unique en France pour valoriser les kilomètres non effectués par des salariés qui se rendent dans des tiers-lieux d'activité. Ça ne marche pas quand le télétravail est fait à domicile et c'est un mécanisme au travers deux leviers. Un avec EDF via les certificats d'économie d'énergie, puisque EDF rachète les kilowattheures non consommés, donc les litres de carburant non consommés par les salariés qui, plutôt que de prendre leur voiture, vont se rendre à pied, à vélo ou en voiture dans des lieux proches de leur domicile. Et donc, ces kilomètres non effectués donnent lieu à une valorisation par EDF qui verse un chèque à l'employeur. En région Occitanie, c'est abondé par la région Occitanie via l'AREC. Et depuis l'année dernière, on a obtenu le label bas carbone du ministère. Et cette fois-ci, on est capable de valoriser les tonnes CO2 non émises. C'est un mécanisme un peu complexe que j'explique justement dans le diapositive juste après. En fait, on a un élément de preuve qui est le fait de louer un bureau dans un espace du réseau Relais Entreprise. Et c'est ce contrat de location qui permet de confirmer que M. Dupont a bien 1 jour, 2 jours, 3 jours par semaine, en fonction de ce que stipule le contrat de location, éviter une mobilité. Et c'est cette réduction de mobilité qui permet d'être valorisée. L'employeur, il retrouve un intérêt, c'est que d'une part, ça couvre une partie du loyer des bureaux, puisque rien n'est gratuit dans ce bas monde. Et on verra effectivement ensuite les coûts, et Noémie fera un retour d'expérience sur le retour sur combien ça coûte, combien ça rapporte. Et là, en l'occurrence, le fait de valoriser une des externalités, indépendamment des autres externalités que l'on peut apprécier pour un territoire en termes d'attractivité, de soutien des commerces de proximité, pour l'employeur, c'est une façon de compenser une partie du loyer. Et quand bien même elle n'estime pas que cet argent qu'elle reçoit de la part d'EDF et de la part de Relais Entreprise qui valorise les tonnes CO2, puisque c'est nous qui reversons
à ses employeurs ces tonnes CO2, bah, elle peut considérer que ça peut lui permettre de financer la hausse du prix des carburants pour des salariés qui n'ont pas la chance de pouvoir télétravailler. Et là, beaucoup d'employeurs y voient un intérêt en termes d'équité sociale pour ne plus opposer télétravailleurs et non télétravailleurs. Donc c'est un mécanisme innovateur que j'aurai l'occasion de nouveau mettre en lumière la semaine prochaine lors d'une question au gouvernement pour que le gouvernement incite davantage la valorisation des externalités. Très, très bien, merci Dominique hein, de ces explications. Aujourd'hui, vous avez un retour en termes de perception, parce que cette mécanique-là n'est pas si connue que ça, en définitive. Non, elle reste encore à développer parce que bon, l'entreprise, quand bien même on fête nos 10 ans, on reste quand même une TPE, une PME. On a une montée en puissance qui se fait avec autofinancement. On est en train de réfléchir à faire une levée de fonds, notamment pour accélérer le développement de cette plateforme qu'on a appelée Valor, hein, valorisation des réductions des émissions, mais la valorisation de relais d'entreprise. Il y a plusieurs sujets qu'il faut qu'on traite. Nous, c'est la promotion, hein, vous avez complètement raison. Bertrand, il faut que ce dispositif soit connu parce que c'est complexe. Et là, pour le coup, sans faire trop de raccourcis, mais c'est compliqué d'expliquer qu'on vend du vent en fait. On vend du vent non émis, enfin on vend des CO2 non émises. Donc c'est un mécanisme complexe et il faut surtout qu'on rende simple ce mécanisme complexe, hein, qui est une véritable usine à gaz. Mais dans tous les cas, on sent qu'il y a une vraie appétence sur le sujet et que les employeurs progressivement déjà adoptent ou maintiennent le télétravail qui a été quand même boosté par la Covid, mais principalement pour des mesures sanitaires. Et donc, c'était la distanciation sociale nécessaire pour éviter la contamination. Et maintenant, progressivement, avec la réduction des bureaux dans les métropoles, hein, avec la mise en place du flex office, les entreprises réfléchissent à avoir des bureaux de proximité et c'est un levier qui leur permet de passer à l'acte beaucoup plus facilement. Hein. Ah bien, très bien. Alors, ce que je vous propose, c'est d'enchaîner. Encore une fois, s'il y a des questions, Audrey, merci de nous le faire savoir. En tout cas, le mécanisme dont vous parlez intègre bien cette dimension spécifique à ces lieux d'espace coworking, hein, ouverts à toutes et à tous. Moi, ce que je vous propose, c'est de réfléchir un petit peu, ou en tout cas de regarder de quelle manière la logique d'aménagement peut être menée. Alors, c'est vrai que ces espaces-là, Madame Pensée nous dira comment elle l'a vécu, mais souvent sont des espaces qui sont pris sur des locaux qui ne sont pas forcément utilisés, hein, sont des surfaces disponibles, et on aurait peut-être tendance, de manière assez rapide ou simplificatrice, à s'en tenir à laisser ces locaux à disposition de façon à ce que tout le monde puisse effectivement vaquer à ses activités. Mais il nous semble important, en tout cas c'est le retour qu'on en a, nous, du terrain, d'insister sur un certain nombre d'éléments de constitution du lieu en tant que tel. Donc il y a une vraie réflexion parce que le lieu lui-même peut apporter finalement une lecture, une compréhension d'un certain nombre d'aspects. Alors il y a notamment trois axes hein, qu'il faut à la fois, je dirais, gérer et surtout pas mettre en opposition. Alors évidemment, dans un espace typé proxy travail, coworking, le point clé et ce qui revient assez naturellement, c'est le côté pratique, c'est le côté fonctionnel, sur lequel évidemment les personnes viennent chercher finalement cette qualité de service, hein, les personnes qui vont fréquenter le lieu, en se disant ben, c'est adéquat. Alors, on va passer sur les classiques que doivent être les accès, notamment multimédia, connexion Internet et autres. Il y a un certain nombre de fonctionnalités de base en termes forcément de reprographie ou autres qui sont à réclamer. Et puis, il y a des notions qui débordent un petit peu plus sur le bien-être, puisque quand on vient dans un espace de ce type, forcément, on l'a dit, hein, on recherche finalement ce que l'on ne peut pas forcément gérer correctement chez soi. Il y a donc une notion de bien-être, à la fois peut-être dans le côté ergonomique, hein, physique, en termes de surface de travail par exemple,
mais également, moi je pense beaucoup à des notions liées au bruit, ou à des notions effectivement de capacité technique à retrouver facilement en ayant tout sous la main. Et puis il y a un dernier point et qui rejoint finalement la distinction qu'on a évoquée au tout début du webinaire, qui était cette distinction finalement entre les différents types de tiers-lieux. Quand on regarde beaucoup de communication sur les tiers-lieux, il y a beaucoup de choses qui sont mises en avant à travers cet aspect, alors on parle de sérendipité, qui est un terme un peu complexe pour dire simplement que on peut trouver plein de choses au hasard des rencontres et du lieu. Donc, il y a une dynamique de découverte. Alors, quelquefois, c'est vraiment ça qui est mis en avant parce qu'il y a une notion de rupture du lieu. Je disais que c'est très bien si on peut se retrouver avec les mêmes fonctionnalités que celles qu'on attend quand on va dans un bureau en entreprise, mais en même temps, le tiers-lieu doit porter cette capacité à créer des rencontres, à créer des opportunités au sens large, et il y a donc un aspect découverte. Donc, ce qu'on peut vous recommander dans la constitution des lieux, et ça touche à des aspects d'agencement, de mobilier, mais ça touche aussi à la décoration, il faut penser finalement à créer un phénomène de rupture. La plupart des réseaux de coworking, notamment issus d'outre-Atlantique, maîtrisent à merveille ce genre de mécanique qui fait que, oui, dans certaines parties de l'espace, eh bien, on n'a pas vraiment l'impression d'être dans un bureau, même si on vient finalement travailler comme on l'aurait fait en étant au bureau. Et c'est le fait d'être dans cet univers différenciant qui va créer finalement ces nouvelles opportunités parce qu'on va changer en fait d'attitude, on va changer de comportement. Alors pousser, je vais dire à l'extrême, c'est pas tout à fait ça, mais dans certains types de tiers-lieux, on va aller jusqu'à des aspects presque communautaires. Il faut d'ailleurs peut-être regarder ça attentivement parce que le tiers-lieu en lui-même, il est ouvert à toutes et à tous et donc il n'est pas non plus une maison des associations bis, par exemple. C'est quelque chose qui doit tourner à permettre à tout un chacun de rentrer dans cet espace et de s'y sentir à l'aise facilement. Donc voilà, il y a ces trois pôles qu'il faut effectivement avoir en tête. Le bien-être touche à des aspects que l'on va développer tout de suite, mais ne mettons pas trop en opposition fonctionnalité et découverte, ou praticité et découverte, parce que finalement, on a besoin de retrouver les deux éléments. Ce sont des choses qui se construisent, mais peut-être que Madame Pensée nous donnera des éléments très concrets, très factuels. En tout cas, il y a une première base, mais vraiment basique, qui dit que oui, il faut tenir compte de cette notion d'acoustique, parce que quand on vient dans celui-là, c'est pas pour avoir les mêmes inconvénients que quand on est chez soi, quand on a la garde de ses enfants ou qu'on a de la famille qui est à proximité et qu'on n'a pas de pièce consacrée pour télétravailler. Oui, le tiers-lieu doit être un lieu sur lequel finalement on est un petit peu plus concentré. Et pour favoriser cette concentration, les basiques, c'est tout bête de le redire, mais tout ce qui touche à la lumière, la gestion de la luminosité est important. On a une notion également de qualité de l'air. Alors ça va depuis la température. Alors oui, on nous demande un certain nombre d'efforts en termes de chauffage et effectivement, ça a son importance en termes de coût. Mais la qualité de l'air passe par d'autres aspects. On a connu et on connaît toujours finalement cette alerte Covid qui fait que disposer, vous le voyez sur l'illustration, d'un petit capteur de CO2, ça peut permettre de se dire finalement qu'on est dans un environnement qui est sain. On peut utiliser des purificateurs d'air. Voilà, enfin, en tout cas, il y a un certain nombre d'équipements qui concourent à ces basiques, mais qui vont apporter vraiment une touche d'efficacité et qui vont faire que la plupart des gens qui viendront dans l'espace seront vraiment, j'allais dire, satisfaits, contents de l'espace qui leur est proposé. Au global, moi je voudrais insister sur un point, je pense que Dominique, vous serez d'accord avec cette partie-là. L'idée, c'est que oui, le tiers-lieu est une notion qui réclame un certain niveau d'expertise. Pour autant, c'est un espace où on doit se sentir bien et donc il y a toute une démarche d'appropriation. C'est pour ça que moi j'ai inscrit ce terme d'appropriation, de co-construction aussi, qui correspond à une phase de conception de projet en amont de la façon dont on va l'aménager, voir comment les différentes parties prenantes, ceux qui viennent autour du projet et qui peuvent en parler, le perçoivent. Et
forcément, on a marqué test and learn, alors désolé pour l'anglicisme, mais l'idée c'est que quelque part, on doit accepter de progresser aussi. C'est pas forcément un lieu figé et arrêté dès le départ. C'est un lieu qui peut évoluer, qui peut grandir, notamment par l'apprentissage d'un certain nombre d'éléments qui peuvent être considérés comme des erreurs. Mais encore une fois, ça fait partie du sujet. Et dans la façon de le considérer, de le concevoir, on ne peut que vous encourager à utiliser des approches type user experience, donc UX design, et de penser également un dernier point qui est celui vraiment essentiel de la communication. Savoir ce qui se passe dans cet espace-là, savoir le faire vivre. On peut considérer qu'un espace de coworking, encore une fois, ce sont juste des surfaces de bureaux un peu ouvertes à la location. Il n'en est rien, il faudrait que le tiers-lieu en lui-même vive et qu'il y ait de temps en temps des événements. Alors évidemment, tout le monde ne viendra pas forcément y participer, mais des choses assez courtes et régulières peuvent aider, peuvent favoriser finalement tout cet aspect découverte de tout un chacun, hein, les croisements entre les différents métiers qui sont exercés, en tout cas les différents profils. Mmh. Alors pour en savoir un petit peu plus là-dessus, écoutez, je vous invite à aller voir, alors je vais essayer de cliquer, j'espère que ça marche. Voilà, vous pouvez aller voir sur l'une des pages du site de Manutan Collectivité. Nous avons fait ce qu'on appelle une page d'atterrissage, une page d'accueil, hein, sur laquelle vous retrouvez un certain nombre d'indications. On a essayé de faire une petite représentation de ce que pourrait être un tiers-lieu. Alors, vous voyez, on joue sur des éléments quelquefois très très peu nombreux, mais qui peuvent apporter cette petite touche, encore une fois, d'une ambiance différente. L'ambiance compte énormément. Vous trouverez un certain nombre d'éléments de définition, le rappel sur un livre blanc que je vous encourage à télécharger, qui a été plusieurs fois apprécié. Et puis, bien évidemment, un certain nombre d'étapes sur lesquelles on va pouvoir se retrouver pour concevoir cet espace-là. Voilà pour ce qui est je dirais, de la logique de conception. Je ne sais pas si, Audrey, il y a des questions plus précises. Je pourrais peut-être quand même rajouter un petit point sur tout ce qui est de l'équipement, alors mobilier, de manière un peu plus précise. On voit beaucoup de tiers-lieux qui sont équipés de mobilier deuxième vie. Alors c'est une très bonne chose, hein, ça fait partie je dirais, de l'esprit de faire tiers-lieu, puisqu'on emploie souvent ce terme-là. Alors, c'est vrai que pour Manutan Collectivité, nous, c'est un enjeu. On travaille dessus. On propose des bureaux qui sont issus de matériaux recyclés. On propose des bureaux en deuxième vie également. L'idée, en tout cas, c'est peut-être de faire attention parce que cette logique de deuxième vie, suivant le type de tiers-lieu, quelquefois, d'abord, ne tient pas compte d'un certain nombre de normes de sécurité ou normes administratives. Donc, attention à ça. Mais aussi, pour tout simplement respecter une certaine forme de dynamique. On voit des postures, là, dans l'illustration que vous avez sous les yeux, des postures différentes. C'est très important d'offrir finalement une notion de mouvement et de vie dans l'espace que représente le tiers-lieu. C'est quelque chose qui, là encore, va donner cette image de dynamique. Et puis, le fait de se lever pour aller chercher tel ou tel matériel, de croiser les personnes, ça fait partie, là encore, de la logique de vie collective dans laquelle on peut se projeter. Je ne sais pas si, Dominique, vous aviez des choses à rajouter là-dessus, hein, sur les différents vécus, avant de donner la parole à Noémie. Non, juste pour faire la transition, c'est clair que quand on se pose la question à savoir est-ce qu'il y a un besoin d'immobilier à usage flexible sur un territoire, la réponse est forcément oui. C'est comme dans le secteur de l'immobilier de sommeil, il y a forcément toujours quelqu'un qui a besoin de dormir quelque part. Maintenant, est-ce que le potentiel est suffisant pour créer un hôtel? Est-ce que le potentiel est suffisant pour créer un espace coworking de 500, 1000, 2000 mètres carrés ou faire des approches beaucoup plus pragmatiques? C'est là où effectivement le témoignage de Noémie est précieux, puisque vous avez vu que c'était un territoire rural de moins de 10 000 habitants. Malgré tout, on a un lieu qui vit, qui fonctionne, et on va laisser à Noémie le soin de faire ce retour d'expérience. J'ai une petite question dans le chat. Oui. Des résultats en termes d'attractivité des territoires ruraux ont-ils déjà été évalués? Mais je pense que voilà, Madame Poncet va aborder cette question dans sa partie.
Ouais, et peut-être juste pour répondre à cette partie-là, et Noémie va pouvoir l'illustrer, je suis également cofondateur et président de Vivre au Vert, qui est une plateforme numérique d'aide à la sélection de son territoire de vie idéal, qui a justement pour ambition de rendre la France un peu plus équidense en mettant en avant les territoires ruraux. Il faut savoir aujourd'hui que sur cette plateforme qui permet d'identifier son lieu de vie selon des critères macro, on a intégré le critère coworking, donc le critère tiers-lieu d'activité, comme étant un critère pour choisir son territoire proche d'un espace coworking. Et ce critère, aujourd'hui, il est renseigné à 31%, par 31% des candidats au déménagement. C'était 25% l'année dernière, c'est passé à 31%. Donc ça montre bien aujourd'hui que d'avoir un tiers-lieu d'activité sur son territoire, et notamment les territoires ruraux, contribue à renforcer l'attractivité d'un territoire, hein. Et je pense que Noémie, avec les témoignages et les profils des utilisateurs, ben, on a un très très bon exemple, notamment de ces Parisiens qui sont venus s'installer dans le Val d'Amour, hein. Alors, Madame Pensée, c'est à Oui, vous. On voit quelques images du voilà. tiers-lieu. Est-ce que vous pouvez nous décrire rapidement à la fois peut-être l'historique et puis le lieu? Alors au niveau de l'historique, ce lieu a été créé suite au déménagement. En fait, c'était nos anciens locaux au niveau de la communauté de communes, nos anciens sièges, notre ancien siège. Et du coup, qui était trop petit pour le développement de la communauté de communes, donc on a construit un nouveau siège et la question s'est posée donc en 2018 de, du coup de ces locaux et qu'allons-nous en faire? Et du coup l'idée a un peu surgi, ça commençait en 2018, je crois vraiment à émerger, hein, ces tiers-lieux. Et, heu et donc du coup, on avait pris contact avec Relais d'entreprise pour une étude de faisabilité. Heu, donc après ce lieu était déjà composé en bureaux. Donc c'est vrai on avait un lieu qui était assez propice, au tiers-lieu. On a eu très peu d'aménagements à faire, donc très peu d'investissements. La difficulté, je pense, ça a été de de voir avec les élus. Certains élus étaient assez réfractaires au projet. Parce qu'ils avaient Je pense que une connaissance, comment dire, plus éloignée du thème de tiers-lieu, du principe? exactement, exactement. En 2018, on en était encore, ça s'est vraiment développé avec le Covid, hein, la notion de tiers-lieu, mais avant, en 2018, on en était encore loin. On est dans un territoire qui est très rural, donc il y avait l'idée que ça n'allait pas marcher, hein, dans un village de 400 habitants, pourquoi faire un tiers-lieu, quoi? Et les gens ne travaillent pas comme ça. Enfin voilà, je pense que Mm. Dominique, se souvient très bien d'une intervention en conseil communautaire. Mm. Non, mais il y avait Heu, une vision du travail qui était forcément du travail du présentiel. La exactement, notion des activités de service, la digitalisation, tout ça n'était pas forcément assimilé par l'ensemble des élus qui avaient encore cette notion c'est très ça. ouvrière ou agricole, hein. Oui, oui. Donc ça a été un petit peu le pari. Dans tous les cas, ce lieu, il était déjà à la communauté de communes. Heu, donc voilà, ça a quand même été voté. On a quand même, et puis ça représentait très, très peu d'investissement. Je crois on a fait quelques travaux, on a repeint, on a mis une cloison, on en a eu pour 2 000-3 000 € d'investissement, grand maximum. Donc ce qui n'est pas grand-chose, par rapport à un projet comme celui-ci. Hem et donc du coup, le tiers-lieu a finalement ouvert ses portes en novembre 2019. Heu donc il a rapidement refermé ses portes, en 2020. Mais dès le début, en fait, même avant qu'on ouvre, je me rappelle en août 2019, on avait déjà des demandes, en fait. Ça s'était su, il y avait eu des articles, de journaux dans la presse et on avait déjà des demandes, voilà, de location. Donc voilà, donc ça s'est vite développé et quelques mois après, on a dû fermer les locaux pour le Covid, et à la réouverture, tout s'est un petit peu accéléré avec le développement du télétravail, avec l'arrivée aussi de d'urbains,
aussi à la campagne. Et du coup, pour répondre, pour faire le lien un petit peu avec la question de tout à l'heure, en termes d'attractivité, je voulais juste alors apporter mon témoignage là-dessus. C'est maintenant, le tiers-lieu compte autant que des services en fait publics, compte autant qu'avoir une médiathèque, avoir des écoles, avoir, enfin voilà, nous on le valorise en termes d'attractivité autant que d'autres lieux de services publics, hein. Donc, autant qu'un France Service, voilà, ça fait partie des services qu'on peut proposer aux habitants, alors tant aux télétravailleurs qu'aux entrepreneurs. Voilà, on a beaucoup de petits entrepreneurs. Alors à la base, ce lieu, on l'avait un petit peu destiné, c'est pour ça qu'on avait gardé le nom de relais d'entreprise, puisque le télétravail en 2018 n'était pas encore vraiment développé. On l'avait vraiment prédestiné un petit peu aux entrepreneurs qui sont beaucoup sur le territoire, beaucoup de petits entrepreneurs individuels, et donc des fois pour recevoir des clients, enfin voilà, des entrepreneurs qui travaillent chez eux. On s'était dit que ça s'orientait plutôt vers eux. Et finalement, avec le Covid, ça s'est totalement inversé et il y a eu plus de télétravailleurs. Si on regarde quelques données chiffrées, Oui. ça se répartit. Enfin, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces éléments-là, en taux d'occupation notamment? Comment ça se passe? Comment c'est vécu? Alors là, aujourd'hui, le tiers-lieu fonctionne très bien. En termes d'occupation, on est à 70-80%, ce qui est très bien, et on ne souhaite pas que ça soit un taux d'occupation à 100% non plus, puisque, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, la vocation, elle n'est pas que ce soit un lieu fermé et qui ne bouge plus. Il faut aussi qu'on puisse toujours accueillir de nouvelles personnes, que ça puisse tourner et créer du lien. On est sur un lieu qui, à fin 2020, était à l'équilibre financièrement. Bon, là, ça va avec le coût de l'énergie, ça va, je pense, bouger un petit peu les cases, mais on verra, on verra. On est sur 6-7 locataires permanents, plus 3-4 enfin voilà, après des locataires ponctuels, c'est difficile de le dire, c'est vraiment en fonction des vacances scolaires, et cetera. Au niveau des profils, on a des télétravailleurs pour des start-up parisiennes, des ingénieurs. On a, vous en avez parlé tout à l'heure, Dominique, des avocats au barreau de Paris. On a des professions plutôt libérales, psychologues, un peu paramédicales. Et puis après, des entrepreneurs aussi, entrepreneurs à leur compte qui souhaitent avoir un jour par-ci par-là pour recevoir des clients ou pour se concentrer et sortir de chez eux. Alors peut-être le temps aussi, peut-être je peux aborder le temps de gestion. Puisque du coup, on est une collectivité. Moi, je suis chargée du développement économique, donc c'est moi qui ai hérité de la gestion du tiers-lieu. Mais bien sûr, j'ai d'autres missions à côté. Donc, la question s'était posée, hein, à la création de ce lieu, sur comment le gérer. Donc, vous l'avez dit aussi tout à l'heure, en disant que c'est un lieu qui évolue, et au niveau des décisions aussi, on s'est dit on va l'ouvrir, on verra aussi par la suite et comment ça évolue, et on fait des choix en fait petit à petit d'investissement, de temps de travail aussi. Donc moi je suis seule en charge du lieu. Donc en termes de visite aux nouveaux locataires, facturation, Comment le vivent communication. les locataires justement? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher en définitive, au sein de cet espace en tant que tel? Pourquoi ils y reviennent, au-delà des arguments que nous avons cités précédemment? Alors, un argument, bon, que vous avez quand même cité précédemment, mais c'est le lien aux autres. Enfin, principalement, déjà d'avoir un endroit pour travailler, ça c'est sûr, mais le lien aux autres et le côté connexion. Parce que nous, on est quand même dans un territoire rural où il y a des zones blanches aussi au niveau connexion, et c'est un lieu qui possède la fibre.
Donc au niveau conditions de travail, c'est plus agréable pour eux et puis de pouvoir rencontrer d'autres gens, pouvoir prendre un café avec, les colocataires, voilà. Donc il y a un véritable lien. Alors après, moi là-dessus, je ne suis pas présente au tiers-lieu tous les jours. J'y passe très régulièrement, hein, que ce soit pour les visites ou dès qu'il y a enfin voilà. Après les locataires me connaissent, ils savent, qu'il y a une personne qui leur est dédiée. Voilà, ils ont mes coordonnées, il y a pas de souci et je serai toujours, joignable. Après, c'est pour nous avant tout un lieu de travail. Donc on ne souhaite pas non plus, au début on s'était dit, proposer des animations et cetera. Finalement, mon temps qui m'est dédié au tiers-lieu est quand même assez limité. Donc on a limité aussi le tout ce qui est animation et puis finalement, bah, les personnes, souhaitent vraiment travailler à la base, hein, pas forcément qu'on leur propose des animations ou donc après on propose quand même des choses, hein, parce qu'on est sur le relais d'entreprise et qu'on propose beaucoup de choses en termes de développement économique et de services aux entreprises. Donc tout ce qui est soirée de l'entreprise, animation autour de l'entreprise, on le fait systématiquement au tiers-lieu du coup. Et j'ai Donc une il y a quand question dans même le chat. Vous estimez le temps de gestion, de ce tiers-lieu? Donc, en combien de temps heu, vous alors estimez voilà. c'est compliqué à estimer puisque ça va dépendre des moments. Il y a des périodes où je vais avoir beaucoup de demandes, de visites, plus de monde à gérer ou plus de com à faire ou voilà, tout dépend, mais il y a toujours en fin de mois le côté facturation qui me prend un petit peu de temps quand même. Heu, la gestion des clés, hein, voilà, les arrivées, les départs, les contrats. Donc tout dépend vraiment et finalement, c'est les contrats ponctuels, hein, qui prennent plus de temps parce qu'il faut gérer les moi, je suis pas là tout le temps. Je fais aussi du télétravail pour ma part dans mon travail. Donc c'est vrai que c'est compliqué de pouvoir gérer, on a encore, une gestion des clés, pour chaque bureau, pour l'entrée, heu, donc heu, donc C'est voilà, quoi? ça C'est quoi? C'est 1 heure, 2 heures par semaine? ah oui, oui, au moins. deux Ouais, 2 bonnes heures par semaine, je dirais. ouais. Mais Et là, dans les 2-3 réflexions, heures par semaine, ouais, ouais. dans les réflexions, on l'avait pas anticipé au moment des Mmh. travaux, mais là, vous êtes, en train de réfléchir à mettre des clés connectées puisqu'on n'avait pas de clés connectées. Là, ça fait perdre un peu de temps inutilement aujourd'hui par rapport à des solutions qui existent, hein. Il y a plein de solutions qui se déclenchent à distance, y compris pour la réservation et les paiements, en ligne, y compris, compatibles avec les collectivités, hein. Oui, oui, et bah, voilà, le lieu évolue et nos manières aussi de fonctionner aussi. Donc là, on a commencé avec très peu d'investissement en se disant: «On verra comment ça fonctionne». Finalement, ça fonctionne bien, donc au fur et à mesure des années, on investit, progressivement. Là, le prochain, projet, bah, il y a la réflexion sur les clés connectées, mais on est aussi déjà là, on va refaire un organigramme au niveau des clés pour que les locataires n'aient plus qu'une seule clé. et à ce jour, qui gère au quotidien l'ouverture, la fermeture du tiers-lieu, le ménage, par exemple? Alors le ménage, c'est en interne, c'est notre, femme de ménage du coup dans les locaux aussi du siège et de la communauté de communes, donc qui passe une à 2 fois par semaine aussi au tiers-lieu et au niveau de l'ouverture, fermeture du lieu, alors on est assez souple, c'est eux qui gèrent. Voilà, Mmh. c'est leur lieu de travail. Ils ont des clés, il y a un boîtier aussi pour, il y a une alarme, donc c'est à eux de mettre l'alarme, c'est à eux de fermer le lieu et de faire attention en Et c'est partant. Ouais, et c'est une condition sine qua non pour qu'un lieu fonctionne, c'est qu'il soit, pratiquement accessible 24 heures sur 24, 7 jours On sur est 7. très, très souple. Alors Ouais. on avait fixé au début, hein, c'est noté, d'ailleurs, à l'entrée, mais on avait fixé des horaires, hein, on était sur du 8h-18h et puis finalement les les locataires nous demandaient les horaires et finalement on s'est rendu compte que, bah, c'était à eux de gérer. Si à 18h30 ils sont encore dans le lieu, voilà, ils gèrent, ils s'en OK. vont. Mmh. Et donc il y a une notion de mise à disposition et de, j'allais dire, d'autonomie qui est très importante, hein. Mmh.
autour de ce que vous citez. Je vois le temps qui passe. Juste pour éclairer le sujet, Audrey, tu peux peut-être mettre dans le chat un lien d'un article qui a été publié il y a quelques semaines par la Caisse des dépôts, hein, autour de la gestion de tiers-lieux. La Caisse des dépôts s'investit beaucoup, hein, dans le soutien aussi au montage de ces projets-là. Nous, ce qu'on souhaitait vous décrire également, c'est un certain nombre d'éléments de prestations de services qu'on a étudiés avec Relais d'entreprise. Il y a aujourd'hui en fait 5 éléments de prestations, 5 prestations en tant que telles. Dominique, est-ce qu'on peut en parler un tout petit peu? On a une notion Oui. d'accompagnement, alors séminaire d'acculturation, parce qu'effectivement, il y a de gros écarts, ce que disait Madame Poncet, hein, c'est-à-dire qu'on se retrouve quelquefois avec des personnes qui ne sont pas forcément opposées, mais qui n'ont pas la connaissance de ce que représente le tiers-lieu en tant que tel. Moi, je trouve aussi très nécessaire finalement en cours d'évolution de ces espaces, de penser à faire des audits, ne serait-ce que pour avoir un retour sur investissement pour la collectivité. Et puis bien, en études complémentaires, tout ce qui est dimensionnement et assistance à l'ouverture. Mmh. Oui, c'est une chaîne de valeur complète, hein, qu'on a à proposer aux collectivités, hein. Plus d'une centaine de collectivités nous ont fait confiance, hein. La communauté commune du Val d'Amour en est l'exemple, hein, puisqu'on avait fait une étude de dimensionnement pour voir quel était le potentiel sur ce territoire-là. On avait profité justement pour bien affiner le projet du territoire. Parce que derrière le mot tiers-lieu, on peut avoir des idées complètement différentes d'un élu à l'autre. Donc cette notion de séminaire d'acculturation est importante en fonction des typologies de territoire, puisque les réponses qu'on apporte à un territoire comme le Val d'Amour ne sont pas du tout les mêmes que aux portes de la métropole toulousaine, où la moindre commune fait 10 000 habitants, et on a une vraie problématique de flux pendulaires, alors que là, la question des flux pendulaires était moins prégnante, on était plus sur l'attractivité du territoire auprès d'une population davantage exogène. Donc voilà, donc c'est pour ça que l'étude de dimensionnement, il est important pour que la réponse soit la plus adaptée. Et puis surtout, dans les études de dimensionnement, on fait naître aussi les communautés des premiers utilisateurs. Quand Noémie dit que le lieu était à peine ouvert, qu'on avait déjà les locataires, c'était en fait des locataires qui avaient répondu au questionnaire que l'on avait piloté là, pendant la phase étude, qui avaient laissé leurs coordonnées, qui avaient participé aux réunions de co-construction. On parlait tout à l'heure de l'appropriation du lieu par les futurs utilisateurs. Et c'est comme ça qu'on avait défini s'il fallait des bureaux individuels ou des bureaux partagés. Et c'est ce qui nous avait amené à recommander le fait de cloisonner un des grands bureaux qu'il y avait dans l'espace de la communauté de communes, parce qu'on s'était rendu compte qu'il n'y avait pas suffisamment de bureaux individuels au regard de la demande qui s'était exprimée sur le territoire. Voilà. Donc c'est pour ça, des fois, quand on nous appelle, on nous dit, tiens, notre tiers-lieu ne fonctionne pas, parce qu'il y a eu des raccourcis. On a fait souvent des grands espaces ouverts avec des balançoires, des baby-foot, le côté un peu américain qui fait plaisir sur les catalogues, hein, sauf que dans la réalité, en fait, plus les espaces sont ouverts, plus on va s'adresser à un public nomade, un public davantage précaire, qui a moins les moyens de payer, qui génère plus de temps de gestion, voire plus d'exigences en termes d'animation et moins de recettes. Et on voit bien là ce que évoquait tout à l'heure Noémie, c'est qu'il y a une espèce de fond de sauce, hein, d'un socle fondateur du lieu avec des permanents qui permettent à la collectivité au moins de s'asseoir sur une rentabilité et d'éviter d'y passer trop de temps, mais aussi une souplesse dans l'usage pour des ponctuels, parce que c'est ce qui fait également tout l'intérêt de ces lieux, c'est pouvoir répondre à tout type de besoins, hein. Du coup, Noémie, est-ce que vous avez un retour, je vais dire, un petit peu bilan à proposer aux personnes qui nous écoutent? Qu'est-ce qu'il faut faire absolument ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Si vous pouvez tirer un petit bilan aujourd'hui. Je pense, comme le dit Dominique, il faut vraiment s'adapter au territoire et pas vouloir dupliquer ce qui marche. Enfin, nous, ce qui va marcher dans le Val d'Amour ne va pas forcément marcher dans d'autres territoires. On a voulu vraiment, comme dit Dominique, s'adapter à la demande et effectivement, les bureaux individuels sont plus demandés, hein. Nous, on a tenté, on s'est dit, si on a une grande salle de réunion, hein, aussi, on s'est dit que si on n'avait plus de place, on proposerait du coup un espace de coworking vraiment. Et finalement, c'est pas ce que les gens attendent en venant dans le lieu. Alors après, on
et de penser que ce lieu reste figé, hein. Vraiment, c'est un lieu qui évolue et qui évoluera en fonction de la demande, hein. Pour l'instant, c'est des bureaux, c'est peu d'animation, c'est des bureaux vraiment location. Peut-être que dans 2 ans, il y aura une autre demande et on s'adaptera. Voilà, c'est vraiment de s'adapter en fonction des moyens et puis, des ressources aussi et puis surtout de la demande. Mmh. Alors on a également été assez rapidement, tout à l'heure sur les tarifs. Les tarifs ont été aussi adaptés à la typologie du territoire et des utilisateurs. On est plutôt sur des tarifs, relativement, bas, par rapport à ce qui se pratique par ailleurs, dans les tiers-lieux d'activité, hein, puisqu'un bureau individuel se loue 250 € hors taxes par mois. Là, on va être à plus de 300, 350, voire 400 € sur d'autres typologies de territoires, Mmh. hein. Mmh, mmh, mmh. Donc, et c'est là où il y a peut-être une variable d'ajustement sur l'équilibre économique, c'est que je pense que la collectivité peut tout à fait envisager une augmentation de ses tarifs, et je pense que les locataires comprendront facilement En que janvier, oui, on prévoit. Mmh, voilà, donc le mmh, all included, puisque ça intègre mmh. le chauffage, la connexion internet, le ménage, le mobilier, bon voilà, donc c'est quand même pas très très cher, hein. Après, ce qui est important aussi, c'est la souplesse. Je pense Mmh. qu'on est face à des travailleurs qui ont des besoins différents entre eux et de pouvoir s'adapter. Au départ, nous, on est parti sur 2 types de contrats. On s'est vite rendu compte qu'on était limité. On en a créé un 3e qui nous permettait de plus de souplesse en fonction des besoins et hem et puis de la souplesse, voilà, au niveau des horaires, au niveau de la, heu, Mmh. du contact aussi. Enfin, voilà, d'avoir Mmh. quelqu'un qui puisse quand même accueillir, qui fasse le lien avec eux et puis, mais de la souplesse, ouais. Ouais, c'est ça. La politique tarifaire est assez complexe, hein. Mmh. Dans l'assistance à ouverture, nous, on passe beaucoup de temps avec les collectivités pour définir toutes les schémas possibles de tarifs, hein, les carnets prépayés, les 1 jour par Mmh. semaine, 2 jours par Mmh. semaine, du 100 présentiel. Enfin, c'est cette souplesse-là qui est attendue, mais ça crée effectivement un peu un nœud dans la tête pour définir les tarifs. Voilà, donc Mmh. c'est ce qu'il faut effectivement bien spécifier pour chaque projet, hein. J'ai Et une question puis dans le chat, pardon Bertrand. vas-y, je t'en C'est: prie. avez-vous fait, une enquête auprès des habitants en amont de la création du Ouais. tiers-lieu? Oui. Ouais, c'est ça, c'est la phase étude, hein. Quand Mmh. on accompagne une collectivité et sur le Val d'Amour, ça a effectivement été le point de départ. On a fait déjà un recensement de l'existant pour voir s'il n'y avait pas des lieux qui existaient ou qui allaient émarger sur le territoire, parce qu'il peut y avoir des initiatives privées, des initiatives associatives ou d'autres communes qui peuvent, pourquoi pas, avoir une idée de réhabiliter une ancienne école parce qu'on ne sait pas quoi en faire, hein. C'est assez fréquent sur les territoires qu'il y ait comme ça des initiatives un peu isolées. On a interrogé la population au travers un questionnaire en ligne. Il faut savoir qu'en général, nous, sur les études, et je crois que c'était le cas pour le Val d'Amour, on a entre 40 et 50 % des répondants au questionnaire qui laissent leurs coordonnées, hein. Alors, on n'a pas des milliers de réponses, hein, sur un territoire de 9 000 habitants, on a dû avoir peut-être 80 ou 100 réponses, hein, ce qui était déjà largement suffisant, hein, pour pouvoir confirmer qu'il y avait une appétence sur le sujet. Et que le lieu qu'on allait proposer allait être bien dimensionné. On a aussi, nous, développé des outils d'analyse du potentiel théorique qui permet aussi d'avoir une réponse la mieux adaptée au territoire. Mais oui, consulter la population, c'est essentiel pour éviter que le projet n'ouvre comme ça un peu hors sol, sans tenir. Enfin, on est, comme une fois, je dis, on n'est pas McDo, on ne va pas arriver avec une boîte qu'on va poser sur un rond-point en ratio du nombre d'habitants. C'est pas comme ça que ça marche, hein. Très bien, très bien. Alors, je vois le temps qui passe, on va être amené à terminer ces interventions. Alors, j'ai mis une page de présentation pour ceux ou celles qui ne le connaîtraient pas. On a édité un livre blanc qui comporte justement une partie sur les logiques de co-construction, un certain nombre de regards sur l'aspect encore une fois, attractif et disruptif de ces lieux-là. Il n'est pas concentré, ce livre blanc, sur les tiers-lieux d'activité et donc je ne peux que vous inviter à consulter, hein. Je n'ai pas fait la manipulation en direct, mais je vous invite à consulter sur le site de Manutan Collectivité. Vous allez dans la partie, services, lorsque vous arrivez sur la page d'accueil du site de Manutan Collectivité et dans la page d'accueil, dans la partie accueil service, je vais peut-être le faire simplement en direct rapidement si ça veut marcher. Vous allez accéder aux différentes prestations de services. Voilà, je pense que ça va s'afficher. Voilà. Donc vous avez sur cette partie service sur laquelle j'ai cliqué,
tout en bas, vous avez la description justement des expertises liées au projet de tiers-lieux. C'est important, hein, encore une fois, on l'a dit, cette logique de travail préalable et de réflexion avec un peu de recul fait véritablement le succès ou l'échec, en tout cas au long terme, de cet espace tiers-lieu. Je ne sais pas si... Pardon. Non, non, je voulais simplement préciser, parce qu'il y a quand même pas mal de questions des collectivités. Là, on a une collectivité, le Val d'Amour, qui le gère par elle-même, mais sur la plus d'une centaine d'accompagnements, on a vraiment tous les cas de figure. On a des communes qui portent et qui gèrent, des communautés de communes qui portent et qui gèrent, des collaborations communautés de communes, mais aussi des collaborations communes ou communautés de communes avec des acteurs privés en délégation de gestion ou en délégation d'exploitation. Donc vraiment tous les schémas sont possibles et avec des modalités de service public, des équilibres économiques. Et en fait, ce qui va permettre de déterminer le choix de tel ou tel schéma de portage, ça va être à la fois la taille du lieu et puis l'existence aussi de cette communauté d'utilisateurs ou de ces porteurs de projets privés qui peuvent à un moment ou à un autre travailler au service et aux côtés des collectivités locales. Madame Poncet, pour vous laisser le mot de la fin, comment va ce profil-là? Donc l'avenir immédiat, vous avez dit qu'il y avait des réflexions, on laisse le temps d'évoluer le lieu, mais est-ce que vous avez des choses précises en tête? En termes d'évolution, Oui. alors là, on est actuellement, hein, on est plus sur une anticipation et gestion des coûts de fonctionnement, hein, par rapport au coût de l'énergie. Enfin, essayer de voir du coup comment gérer ça. Mais et puis prochain projet, voilà, sur les clés, gestion des clés pour gagner du temps, pour me gagner du temps et puis gagner de la souplesse encore aux locataires. Mais pour l'instant, ça s'arrête là. On verra Très pour la bien, suite, voilà, le très projet. bien, Mais très bien. éventuellement un autre lieu, peut-être un autre lieu qu'on a. Oui, oui, Peut-être, oui, peut-être d'autres lieux, voilà, sous d'autres formes pour le coup, pour pas Voilà, parce dupliquer non que plus la même chose, hein. Parce qu'on a des communes qui sont peut-être partantes, puisque maintenant, les élus sont convaincus, hein, du, de ce projet. Donc, et avec les groupes scolaires, ils vont avoir des locaux vacants, hein, les anciennes écoles. Et du coup, certains élus réfléchissent à également, créer ce genre de projet, mais on l'a pas peut-être sous une autre forme. Voilà, peut-être un peu plus hybride. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais la zone d'influence d'un tiers-lieu d'activité est assez courte quand même, hein. C'est 10-15 minutes, parce que quand on veut s'affranchir d'une mobilité, quand on veut un bureau de proximité, bon, alors c'est vrai que la proximité est différente en fonction de la ruralité du territoire, mais au-delà de 15 minutes, c'est là où il faut réfléchir à avoir un autre lieu qui peut être beaucoup plus petit, donc lieu de proximité un peu moins structurant, mais qui est nécessaire pour apporter cette réponse de proximité. Et on l'a vu aussi, on ne l'a pas évoqué, mais idéalement au centre-bourg, pour favoriser aussi et soutenir les commerces de proximité. Là, on est en l'occurrence près d'une école, près du pôle scolaire, hein. Donc c'est pratique pour les utilisateurs, ils déposent leurs enfants, ils vont travailler en face. Enfin voilà, ça évite de On se a aussi, redéplacer. sur une petite commune, on a aussi enfin, plusieurs campings et pas mal du coup de touristes l'été. Donc aussi, pourquoi pas, voilà, faire plutôt un espace coworking, voilà, plus court, hein, sur 1 heure ou 2, voilà, Ouais. Là, c'est une vraie pour tendance répondre sur à les ce territoires. besoin-là. Une vraie J'ai tendance, hein, sur les territoires touristiques, on le voit nous aussi avec Vivre au Vert, mais aujourd'hui l'attractivité du territoire, elle se résonne aussi bien attractivité touristique qu'attractivité résidentielle. Et si il y a des territoires ruraux, territoires touristiques présents ce matin, c'est clair que c'est une vraie demande puisque ça permet aussi de prolonger son séjour. On a de plus en plus de vacanciers qui vont prendre une semaine supplémentaire, non pas en vacances, mais sur leur lieu de vacances, en résidence secondaire ou en gîte ou en camping. Et alors que les enfants sont, eux, en train de s'amuser, eux, ils vont prendre un bureau une semaine pour dire à leur employeur, non, non, cette semaine-là, je ne suis pas en congé, mais ça ne sert à rien de revenir à Paris ou en ville parce que mes collègues seront encore en congé, donc il n'y aura personne au bureau. Donc autant que je reste dans ma destination de vacances, mais dans un lieu
professionnel, et le fait de louer un bureau prouve que la personne est en train de travailler et n'est pas en train de vaquer à ses occupations de vacances. J'ai une dernière question. Avez-vous une liste de structures privées qui pourraient porter et gérer un tiers-lieu? Alors, on a aujourd'hui un certain nombre d'opérateurs qui se déploient plutôt en ville, en milieu métropolitain. Si vous prenez des Ipton, des Stop and Work et autres, qui sont les gros opérateurs d'espaces de coworking métropolitains, mais ils ne bougeront pas le petit doigt à moins de 1500 mètres carrés, 1000-1500 mètres carrés. Ils sont exploitants, non investisseurs dans les murs, mais exploitants de lieux qu'ils peuvent eux-mêmes réhabiliter. Alors, on a des exemples en périurbain qui vont en dessous des détails que je viens d'évoquer, notamment avec le concept Rayon, porté par Nexity, qui est dans le lien avec Morning. En territoire autre, plutôt ville moyenne et territoires ruraux, on peut avoir certains opérateurs aujourd'hui qui ont une stratégie de déploiement de plusieurs sites. C'est ce qu'on a sur le Val d'Isère, Val de Seine, par exemple, avec un opérateur comme Ebos. Ça va être en Vendée avec la Fabrique, qui a déjà plusieurs lieux à son actif. Voilà, donc ça va dépendre vraiment des territoires, mais l'étude en phase amont, sans pousser pour autant pour qu'il y ait à chaque fois une étude, mais permet d'identifier des éventuels exploitants qui pourraient effectivement vouloir se positionner, quand bien même l'immobilier est possédé, rénové par la collectivité. Très bien, très bien. Mais écoutez, merci beaucoup, Madame Poncet. Merci vraiment de votre présence et de ce retour de témoignage. Merci beaucoup, Dominique Valentin, pour bien évidemment toute cette expertise. J'espère qu'on aura, j'allais dire, stimulé tout simplement, évoqué non pas des vocations, mais des projets en tout cas, qui pourraient naître. Et s'il y a moyen d'échanger de nouveau, n'hésitez pas. Vous avez vu notamment mes coordonnées mail pour faire passer un certain nombre d'éléments de questionnement. Je précise à toute fin utile que toutes les informations que vous avez eues au cours de cette présentation, notamment le support de présentation, seront mis à disposition dans le petit mail de remerciement qui vous sera adressé, ainsi qu'un lien de revisionnage, de replay, qu'on vous encourage tout simplement à diffuser. Et puis, n'hésitez pas, si jamais, au-delà même des questions, vous avez des retours d'informations à donner, à partager, ou tout simplement des témoignages, on sera très heureux de faire comme nous avons fait pour Madame Poncet, le Val d'Amour, de faire en sorte de mettre en avant vos projets, vos collectivités à tous égards. Merci encore à toutes et à tous. Je vous souhaite Merci. une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres sujets. Merci. Merci.